Alors ce matin, on a le plaisir d'accueillir Claude Meyer. Bienvenue au club. Merci. Je dirais même, comme disent les Anglais, welcome back, puisque vous connaissez le club et je crois que vous avez contribué il y a quelques années à son fonctionnement et à sa richesse. Alors, le club se donne pour mission d'éclairer un peu les enjeux contemporains, c'est-à-dire de donner des éléments de compréhension sur des tendances lourdes qu'on peut observer. Et alors, évidemment, il y a une tendance qui est absolument dominante aujourd'hui, c'est cette émergence de la Chine comme non seulement puissance significative, mais probablement un pays qui aspire, enfin vous allez nous l'expliquer, à devenir le leader de la mondialisation. Alors ce qui a évidemment des conséquences considérables, en particulier pour les Occidentaux qui sont habitués à ce rôle. Et on voit aujourd'hui une espèce d'effet de balancier où une Chine extrêmement sûre d'elle-même, de ses valeurs, de sa civilisation, de ses nombreux savoir-faire, avance avec beaucoup de détermination en même temps où les États-Unis connaissent plutôt des soubresauts qui sont liés probablement à la personnalité de leur président, mais pas seulement à des tendances plus lourdes. Voilà. Et donc il y a là une zone de tension qui est extrêmement forte et pour lequel on sera très intéressé de vous entendre. Alors, de vous entendre et de vous lire. Vous nous avez adressé votre livre et merci parce qu'il est absolument passionnant. Il est vraiment d'une richesse, d'une clarté. Il se lit très facilement et en même temps il a la qualité donc de la clarté, c'est-à-dire tout en étant d'une lecture aisée, il apporte énormément d'éléments de réflexion et de compréhension. Je rappelle rapidement votre parcours. Donc vous avez conduit une double carrière de banquier international et d'universitaire. Vous avez enseigné dans plusieurs grandes institutions, notamment l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Actuellement, vous êtes le conseiller du centre Asie de l'IFRI et vous enseignez aussi à Sciences Po. Très bien, merci beaucoup de votre introduction et de vos mots très aimables sur effectivement ma contribution déjà ancienne au club. Je dois m'excuser de mon manque d'assiduité depuis. À certains moments, je vous promets, j'essaierai de corriger cela. Vous l'avez mentionné, parfaitement exprimé. On a donc actuellement une Amérique qui, disons, n'a plus de vision à long terme et qui semble lasse de son leadership mondial, plus une Europe engluée dans ses contradictions. Face à cela, on a une Chine qui, effectivement, avec détermination, poursuit sa marche vers la superpuissance. Donc la question qui se pose, et c'est pas en noir et blanc d'ailleurs, le livre s'efforce d'esquisser une sorte de grammaire du dialogue, sur quel plan on peut dialoguer, sur quel plan ça n'est pas possible, en tout cas pour l'instant. Donc la question qui se pose dans cet état du monde résumé, c'est effectivement, est-ce qu'on ira plutôt vers la confrontation entre l'Occident et la Chine, et il y a un certain nombre de domaines qui effectivement militent dans ce sens, ou est-ce qu'on a des possibilités de dialogue et de coopération, notamment sur le plan de la coopération internationale. Donc pendant cette... je vais essayer d'être le plus bref possible pour vous laisser largement le temps de questions. Donc j'essaierai de répondre en quelque sorte à trois questions. Quelles sont les ambitions de la Chine dans le monde actuellement? C'est-à-dire que veut-elle vraiment? Comment, pour autant qu'on puisse le savoir? Enfin, on peut décoder un certain nombre d'actions et aussi de discours de son président qui est assez loquace sur les ambitions chinoises. Deuxième question, comment la Chine fonctionne-t-elle sur le plan intérieur? Ça, c'est très important quand même de mentionner le grand écart qu'on a entre Lénine, bien sûr,
mais aussi Confucius et le retour de Confucius qui déterminera sans doute peut-être le modèle politique d'ici une trentaine d'années en Chine. Et donc, troisième question, celle que je mentionnais à l'instant, quel type de dialogue l'Occident pourra-t-il mener avec la Chine? Donc les ambitions planétaires de la Chine, d'abord. Ambition planétaire, excusez, Sciences Po, on aime bien les 3 points Sciences Po, mais là, il se trouve que j'ai résumé ces ambitions planétaires en 3. La prééminence économique à l'horizon 2030, avec une volonté très claire de supplanter les États-Unis. Deuxièmement, de transformer ces atouts économiques en avancées géopolitiques, c'est-à-dire d'une part d'être le leader incontesté de l'Asie et d'autre part remodeler l'ordre mondial. Troisième ambition, évidemment la Chine souffre dans certains pays, notamment les pays développés, d'un déficit d'image, donc promouvoir son soft power, promouvoir bien sûr sa culture millénaire et contemporaine, parce qu'elle est riche, on n'aura pas le temps de détailler, mais dans le livre, vous en trouverez des exemples, mais aussi de promouvoir son modèle de développement, modèle autoritaire qui a un certain écho dans des pays en développement d'Afrique ou d'Amérique latine. Donc premier point, à l'horizon 2030, la suprématie économique. Il faut évidemment se méfier de la prospective, hein, parce qu'il y a des événements historiques qui peuvent contrecarrer, mais les économistes s'accordent en prolongeant les courbes à ce que d'ici à 2030, vraisemblablement entre 2025 et 2028, le PIB de la Chine aura dépassé celui des États-Unis. Il faut rappeler d'ailleurs à cet égard qu'en 2000, la Chine ne représentait que 40%. En 2000, 40% de PIB américain. Donc effectivement, c'est la conséquence de ces taux de croissance qui ralentit peut-être, mais qui ont été aussi spectaculaires pendant les 30 dernières années. Et à l'horizon 2050, la Chine pèserait à peu près 1,5 fois l'économie américaine. Je dirais, il n'y a pas de miracle chinois là-dessus. Enfin, on a une population active 5 fois supérieure aux États-Unis. Donc, c'est des effets de masse et quantitativement, ça peut tout à fait s'expliquer. Et donc, on aurait comme nouvelle hiérarchie mondiale, là je reprends Pete Marwick, l'étude Price Waterhouse, PwC, la nouvelle hiérarchie mondiale à l'horizon 2050 serait la Chine, puis les États-Unis, l'Indonésie et le Japon. Donc 4 des 5 économies les plus importantes au monde seraient en Asie. Ça, c'est, je dirais, au niveau macroéconomique de la masse de l'économie chinoise. Il faut quand même rappeler que même à cet horizon de 2030, à plus forte raison encore en 2050, l'écart de revenus par habitant sera encore considérable entre la Chine et les pays développés. Donc on a un développement quantitatif spectaculaire de la Chine, mais on a un retard en termes de productivité qui se traduit effectivement par un revenu moyen par habitant encore relativement faible et qui le demeurera pendant au moins les 15 prochaines années. Donc cette expansion macroéconomique quantitative n'est pas suffisante pour, effectivement, pour la Chine, pour affirmer son leadership mondial du point de vue économique. Il y a 2 autres éléments, la puissance technologique et la puissance financière. Donc je dis un mot de chacun de ces domaines. Du point de vue technologique, depuis 10 ans, la Chine, qui sait très bien que c'est la condition en effet pour augmenter la productivité et donc la qualité de sa croissance, a mis en œuvre des moyens absolument considérables et avec des remarquables progrès. Le taux du PIB, le pourcentage du PIB pour la recherche et développement est passé de 1,3% en 2000, il est actuellement de plus de 2%, et la cible en 2020, c'est 2,5%. Il faut rappeler que l'Europe, c'est à peu près 2,2%, mais que le Japon, c'est encore 3,3%, de même que la Corée. Je le cite au passage parce que peut-être on aura des questions sur le Japon.
La Chine est le premier déposant de brevets, ça fait les grands titres, mais si on analyse de près, c'est quand même pas une très grande nouvelle dans la mesure où la plupart des brevets sont domestiques et donc il y a très peu de brevets internationaux. Mais la Chine est devenue un acteur important et parfois dominant dans un certain nombre de secteurs, ferroviaire, aéronautique, etc., énergie renouvelable, véhicules propres, et j'en passe. Si on prend par exemple le cas des superordinateurs, on a actuellement 202 superordinateurs en Chine contre 143 aux États-Unis, notamment un fameux Sunway, Tai ou Light. Moi, je ne peux pas juger la capacité de calcul et la rapidité, mais c'est, semble-t-il, quelque chose qui dépasse l'entendement. Et il y a d'autres exemples, que ce soit le satellite pour les technologies de cryptage quantique, qui seront très importants dans un usage dual, y compris du point de vue militaire, en biotechnologie, plus recherche spatiale, sondes lunaires, etc. Mais malgré ces progrès et malgré les moyens mis en œuvre, on a quand même des faiblesses structurelles majeures en Chine. On estime à 60-70% de l'arsenal technologique en Chine qui est d'origine étrangère, soit par les entreprises étrangères en Chine, soit par acquisition. Et on a aussi comme faiblesse un désintérêt pour la recherche fondamentale, ce qui fait qu'à part on n'a pas de prix Nobel en Chine pour l'instant. Face à ces faiblesses structurelles, on a ces 3 dernières années, je dirais, une stratégie extrêmement volontariste pour plusieurs programmes. En 2015, les plans Internet Plus et Made in China 2025. Alors, ce Made in China 2025 est quelque chose, d'une part, de très important pour la Chine, mais également de très important pour l'Europe, parce qu'il semble que pour précisément remplir ces objectifs au titre de ce programme, tout le régime de rachat de technologies en Europe qu'on a pu voir et qui était sous examen à Bruxelles maintenant, a été considérablement accéléré. Donc Made in China 2025, je pense que vous reverrez le titre de ce programme. Puis en 2017, un programme également très ambitieux pour l'intelligence artificielle. Donc clairement, la Chine veut être un leader mondial dans un certain nombre de secteurs qui sont explicitement ciblés dans ces différents plans. Cela grâce à d'énormes financements, complétés d'ailleurs par des véhicules de financement au plan local et provincial. Et par exemple, pour l'intelligence artificielle, les fonds qui seront mis à disposition, c'est 80 milliards de dollars d'ici 2025. Donc, puissance économique, puissance technologique, puissance financière également. J'ai écrit en 2014 un ouvrage sur ce sujet sous le titre « La Chine, banquier du monde ». De quoi s'agit-il? Évidemment, on a tous vu l'expansion spectaculaire des investissements directs à l'étranger de la Chine, dans les matières premières d'abord, depuis 2005, puis ensuite de plus en plus les entreprises étrangères dominantes technologiques, les infrastructures, en Europe par exemple, et bien sûr les actifs financiers. Donc la progression a été tout à fait spectaculaire, mais contrairement à ce qu'on peut lire dans des manchettes de journaux, la Chine ne rachète pas le monde, elle rachète ce dont elle a besoin, en fonction de faiblesses structurelles de l'économie chinoise, qui sont le manque, elle a beaucoup de matières premières, mais pas suffisamment pour une croissance aussi forte, son manque de technologie et sa faible internationalisation, d'où le besoin aussi d'investir à l'étranger dans des unités de production. Investissement direct à l'étranger, mais les ressources d'épargne et les réserves internationales de la Chine, 3 000 milliards de dollars, sont largement supérieurs au flux d'investissement direct à l'étranger, ce qui fait que la Chine finance le reste du monde, les États-Unis d'abord, la Chine est le premier créancier étranger des États-Unis, au coude à coude avec le Japon, et finance aussi l'Afrique, l'Amérique latine, et au moment de la crise de l'euro, a financé aussi la Grèce, le Portugal, etc.
Cependant, cette puissance financière, elle a ses limites. Le premier, et ça reflète effectivement la structure de l'économie chinoise, c'est que le système financier est complètement bridé par l'État, ce qui évidemment, comment dirais-je, stérilise les capacités de créativité de l'industrie financière qu'on peut voir aux États-Unis et en Europe. La Banque mondiale écrivait il n'y a pas si longtemps, le système financier est un système jugulé, puisque tout est verrouillé par le parti quasiment, que les très grandes banques sont toutes nationalisées, enfin banques d'État. Il est déséquilibré, il est coûteux et il est potentiellement instable. Et peut-être, effectivement, on sera amené à en parler de l'instabilité financière éventuelle en Chine. Deuxième handicap, le rôle encore très effacé du yuan, renminbi, la monnaie chinoise, au plan international, bien qu'on a actuellement, effectivement, des efforts considérables de la Chine pour l'internationaliser. Mais internationaliser une devise qui est encore soumise à des contrôles de capitaux, c'est évidemment la quadrature du cercle, ce qui fait que la Chine essaie, à travers Hong Kong, petit à petit, de l'internationaliser de manière un petit peu détournée. Et de l'utiliser aussi sur le plan commercial en Asie, mais aussi avec des pays en développement, ceux des BRICS notamment, pour libeller en yuan les exportations, les importations, et petit à petit créer effectivement un gisement international de yuan. Alors, internationalisation, il faut aussi prendre en compte que le Fonds monétaire international a décidé d'inclure le yuan dans le panier de devises, enfin le panier de devises pour le DTS, ce qui effectivement est à la fois pour le prestige, mais aussi pour les banques centrales, un atout pour l'internationalisation du yuan. On verra dans 15 ans ou 20 ans ce que ça donnera. Je ne crois guère, contrairement à certains analystes, même américains d'ailleurs, au yuan qui supplanterait le dollar, mais on pourra en reparler. Ça, c'est donc la prééminence économique. La deuxième ambition planétaire, c'est de transformer ces atouts économiques en avancées géopolitiques. D'une part, pour s'imposer comme leader de l'Asie, parce que c'est absolument la condition pour, effectivement, sa prééminence mondiale à terme. Devenir le leader de l'Asie, ça veut dire pour la Chine stabilisation des frontières et question de souveraineté, d'où les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale notamment, où la Chine considère que la mer de Chine est quasiment une mer intérieure. Donc développement considérable d'un régionalisme à dominante économique à travers les accords de libre-échange et des initiatives comme la Banque asiatique d'infrastructures, de financement des infrastructures, la BA2I, les routes de la soie, etc. Et un activisme aussi en sécurité régionale, notamment à travers l'organisation de Shanghai, avec pour but, de toute façon, d'évincer le Japon comme puissance économique dominante, ça sur le plan économique, et de profiter des atouts stratégiques dont la Chine dispose et que n'a pas du tout le Japon, pour effectivement évincer le Japon et diminuer l'influence progressivement des États-Unis en Asie. Et deuxième volet, remodeler l'ordre mondial, c'est-à-dire d'abord, du point de vue politique étrangère, la priorité chinoise est toujours de développer les relations bilatérales, toujours dans cette fameuse stratégie gagnant-gagnant. Alors si on regarde de près, évidemment, c'est évidemment gagnant pour la Chine. J'ai fait un tableau dans ce livre, j'ai pris toutes les balances des paiements des différentes régions, et le résultat, c'est que la Chine, du point de vue des échanges commerciaux, est gagnante sur tous les continents, sauf l'Australie. Donc priorité au commerce, et notamment en Afrique, en Amérique latine, suivant l'adage de Bismarck, le drapeau suit le commerce, c'est-à-dire une influence aussi de plus en plus forte de la Chine, notamment en Afrique.
Priorité aussi aux relations avec l'Union européenne qui, pour la Chine, est un immense marché, mais pas du tout une puissance avec laquelle il faut compter sur d'autres plans. Et bien sûr les États-Unis qui sont des partenaires économiques essentiels, mais des rivaux stratégiques. Avec depuis 4 à 5 ans, on va dire, des initiatives très claires, pratiquement depuis l'arrivée de Xi Jinping, pour des initiatives de la Chine pour remodeler l'ordre mondial, avec donc une concurrence des modèles de développement. On voit de plus en plus des turiféraires du régime, même des officiels quelquefois, vanter les mérites du système économique et politique chinois avec les résultats qu'il a eus au niveau de la lutte contre la pauvreté en Chine, comparé au désordre des démocraties occidentales. Et là, effectivement, ce qui se passe dans les différentes démocraties est pain béni pour la Chine dans ce raisonnement. D'autre part, des initiatives ambitieuses. J'ai mentionné effectivement cette banque multinationale pour le financement des infrastructures et des routes de la soie. Et de plus en plus, notamment les discours de Xi Jinping à Davos, mais ensuite dans des discours, indique très clairement face au retrait des États-Unis que la Chine, elle, a une solution chinoise pour les problèmes du monde. Elle ne parle pas de modèle chinois, parce que c'est un peu ambigu, mais elle parle de solution chinoise. Troisième ambition, développer le soft power. On a là un déficit d'image de la Chine très clair. Et donc, il y a d'énormes investissements qui sont faits à l'étranger, dans les médias, les instituts Confucius, etc., avec des résultats variés. On a effectivement globalement une image négative de la Chine dans les pays développés pour les raisons bien connues, notamment de respect ou de non-respect des droits de l'homme, mais plutôt positive en Afrique et en Amérique latine, ce qui montre le succès indéniable de la diplomatie économique de Pékin en termes d'image. Alors je vais aller très vite sur la deuxième partie, ou la deuxième question, qui est comment la Chine fonctionne-t-elle sur le plan intérieur, dont j'essaie d'expliquer le grand écart entre Lénine et Confucius. Léniniste, évidemment, la Chine l'est. Il y a double visage de la Chine, comme Janus, léniniste d'un côté, confucéenne de l'autre. Léniniste, c'est le règne du parti-État. C'est le renforcement du pouvoir personnel du président, contrairement à tout ce qu'a été l'évolution depuis la mort de Mao. C'est l'extrême centralisation du pouvoir, c'est la reprise en main du parti, reprise en main de l'armée, la répression de toute dissidence et le raidissement idéologique teinté de nationalisme. C'est comme ça qu'on peut, je crois, résumer le bilan actuel de la politique de Xi Jinping. Et donc on a effectivement une société civile qui émerge peu à peu, mais qui, grosso modo, est quand même assez bloquée. Les ONG sont étroitement contrôlées, les religions très encadrées, les mouvements citoyens étouffés et les médias muselés. Ça, c'est le côté léniniste sur lequel je passe rapidement. Et le côté confucéen, on a effectivement un retour du confucianisme en Chine à 3 niveaux. Au niveau du parti d'abord, Confucius fait désormais bon ménage, ce qui n'était pas le cas du temps de Mao, avec Lénine dans le parti. C'est même encouragé. Xi Jinping encourage les cadres à lire Confucius. Et évidemment, pour un usage évident qui est celui de l'utilisation des notions d'harmonie et de respect de la hiérarchie pour renforcer la légitimité du parti. On a un regain du confucianisme aussi dans les milieux intellectuels, dans certains milieux intellectuels. Je n'ai pas trop le temps d'élaborer, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Et aussi la résurgence désormais d'un confucianisme populaire. Que dire alors, en fonction de tout cela et d'un mot, de l'avenir du régime? À mon sens, ce régime est solide, contrairement aux Cassandres qui périodiquement nous annoncent une crise politique ou financière qui mettrait le régime à bas. Le régime est solide et s'il évolue, ça sera très lentement.
Comment pourrait-il évoluer? Personne n'en sait rien. Personnellement, je pense qu'une évolution à la singapourienne pourrait être adaptée, c'est-à-dire un autoritarisme et en même temps des valeurs démocratiques. Ça reste évidemment un grand point d'interrogation. Troisième question qui nous amène donc au cœur d'une part de l'ouvrage et sans doute de nos préoccupations, c'est quel type de relation pouvons-nous développer avec la Chine, donc future superpuissance, si tout se passe comme l'indiquent les différents éléments que je viens de donner. Est-ce que donc on va vers une confrontation et sur quel point ou vers le dialogue et sur quel point? Et en fait, à mon sens, comme je vais le dire, les deux risquent d'être alternativement présents dans nos relations avec la Chine. Comment définir ces relations et l'état d'esprit vis-à-vis de la Chine? À mon sens, c'est véritablement d'avoir un dialogue ouvert. Ouvert, ça veut dire pas de diabolisation, mais aussi un dialogue exigeant, je dirais très exigeant, que ce soit je vais en parler, sur le plan politique et sur le plan économique. Donc, dialogue exigeant, donc pas d'angélisme, pas de diabolisation, pas d'angélisme. Dans le livre, je fais référence à une expérience que je trouve quand même intéressante, une expérience historique, d'une part parce que les autorités chinoises actuellement considèrent que le XVIIe et le XVIIIe siècle ont été l'âge d'or des relations entre l'Europe et la Chine. Pourquoi? Et notamment, pour quelles raisons? À travers l'expérience des jésuites, Matteo Ricci et ses compagnons, puis ce qu'on appelle les missionnaires du roi sous Louis XIV. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et pour le dire en un mot, il y a eu un échange culturel d'une très grande richesse. Les jésuites amenant les sciences, c'était des humanistes de la Renaissance, amenant les sciences et techniques occidentales, et en retour, à travers leurs écrits, leurs chroniques, etc., informant l'Europe des différents aspects de la Chine, de l'Empire chinois, ce qui influencera profondément l'évolution de la culture européenne à un moment où on basculait, avec donc effectivement Montesquieu, Diderot, les encyclopédistes, et donc l'esprit des Lumières. Donc je me réfère à cette expérience pour, non pas en totalité, parce que les jésuites ont quand même pas mal idéalisé, mais parce que cet extraordinaire respect de la culture chinoise et apprentissage de la structure chinoise dont ils ont fait preuve. Donc précisément, à quel niveau peut-on envisager le dialogue et malheureusement peut-être la confrontation? Au niveau culturel, il faut absolument en effet s'inspirer de cette expérience jésuite pour développer des relations culturelles les plus approfondies. Ça passe par tout un tas d'instruments, bien sûr, l'étude du chinois, le développement de coopérations scientifiques, littéraires, les traductions, etc. Pourquoi ces échanges culturels sont tellement importants? C'est parce qu'ils nous apprennent, comme civilisation, si j'ose dire, comme puissance en tout cas, à respecter et, sur certains plans, apprécier. Donc je crois qu'on ne rencontre pas de la même façon des Chinois, après avoir lu un certain nombre d'auteurs chinois ou de livres sur la Chine, plutôt que d'arriver comme ça avec sa valise, son attaché caisse et avec les contrats signés et les difficultés qui peuvent s'en suivre. Donc, recherche permanente d'une meilleure connaissance mutuelle à travers tous les moyens possibles. Ensuite, autre niveau, c'est le dialogue économique. Alors ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, car il touche à des intérêts absolument essentiels, il faut bien le voir. Intérêt essentiel pour l'Europe, ça nous en sommes convaincus, mais intérêt essentiel aussi pour la Chine. Donc ça aussi, il faut comprendre en quoi les intérêts de la Chine sont concernés dans le cas de dialogue difficile et de confrontation. Mais ça ne veut pas dire ne pas être exigeant pour défendre nos propres intérêts, mais les comprendre.
Donc nous avons effectivement, nous, les États-Unis, l'Europe, nous avons des profonds déséquilibres, notamment commerciaux, et le reste du monde d'ailleurs, avec la Chine, mais là je pense plus à l'Europe. Déficit européen, 176 milliards d'euros en 2017, et que la Commission et beaucoup d'observateurs imputent aux pratiques déloyales de la Chine, que ce soit donc les barrières non tarifaires, enfin en un mot le mercantilisme chinois, c'est-à-dire les barrières non tarifaires aux importations de produits étrangers, les difficultés d'accès des entreprises étrangères au marché chinois. On a des surcapacités actuelles en Chine avec des exportations torrentielles, etc. Donc il faut absolument défendre nos intérêts et demander une réciprocité et négocier cette réciprocité, y compris dans les traités qu'on sera peut-être amené à signer, que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan des investissements. Quant au dialogue politique, il est actuellement complètement bloqué, puisque ce sont deux modèles qui s'affrontent dans un dialogue de sourds. La Chine vante son modèle méritocratique, regardez ce qu'on a réussi à faire, et pour nous, ce n'est pas le vote qui est important, c'est le mérite des dirigeants. Et l'Occident, évidemment, dénonce les travers du régime léniniste chinois, et notamment les atteintes permanentes aux droits de l'homme qui constituent véritablement la pierre d'achoppement dans ce dialogue avec la Chine. Et là, je crois que même si on peut craindre des rétorsions sur le plan économique, je crois que c'est le devoir de l'Europe d'affirmer, et d'une seule voix, et ça c'est le problème qu'on a en Europe, on y reviendra. C'est pas possible actuellement de parler d'une seule voix, mais d'affirmer d'une seule voix ses propres valeurs. Un exemple, en juin dernier, je crois en juin 2017 plus exactement, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, l'Europe voulait une déclaration relativement musclée, et la Grèce, en fonction de ses intérêts économiques, a refusé de s'y associer, et donc on n'a pas eu une position européenne sur le respect des droits de l'homme en Chine. Alors, ce blocage politique n'est quand même pas l'alpha et l'oméga, et ça ne nous empêche pas de développer une coopération entre l'Europe et la Chine, l'Union européenne. De quelle façon il me semble que la Chine est demandeuse à son niveau de développement sur le plan de la gouvernance mondiale, où elle a quand même encore beaucoup de choses à apprendre. C'est tout à fait récent pour elle, quelques années seulement, puisqu'auparavant elle avait une position de profil bas, très discrète, et là maintenant elle veut véritablement s'impliquer fortement. Donc je crois que la Chine est demandeuse de coopération dans le domaine de la gouvernance mondiale. Et donc je cite entre autres deux domaines, celui du développement de l'Afrique et celui du réchauffement climatique, la lutte contre. Développement de l'Afrique, les chiffres sont extraordinaires en termes de défis pour l'Afrique bien sûr, mais pour l'Europe aussi. La population du continent africain, suivant les projections démographiques qui en général sont justes, contrairement aux prévisions économiques qui sont parfois polluées par des événements, la population du continent africain devrait doubler d'ici 2050. Donc 2,5 milliards d'habitants, le quart de la population mondiale. 2,5 milliards d'habitants. Le développement de l'Afrique, donc c'est pas simplement un problème africain, européen, c'est un enjeu mondial. Et il me semble que l'Europe et la France notamment, y compris pour les questions migratoires, doivent prendre conscience que leur avenir dépend en bonne partie, dans une certaine partie en tout cas, de la réussite du développement en Afrique. Donc là, je crois que tant du point de vue économique que du point de vue politique sécuritaire en Afrique, la coopération
entre l'Union européenne et la Chine serait possible et profitable, mettant en commun d'une part le soft power et l'expérience du terrain que l'Europe peut avoir en Afrique, et d'autre part de la puissance économique et désormais financière de la Chine en Afrique. Deuxième volet, le changement climatique, c'est, me semble-t-il, un domaine où l'Europe et la Chine peuvent unir leurs forces pour le leadership, pour la mise en œuvre des décisions du sommet de Paris. D'une part, je veux dire, l'Europe peut être chef de file des pays avancés et la Chine des pays en développement. Et cette coopération même peut se traduire en bénéfices économiques dans la mesure où la Chine est le principal fournisseur de produits liés à la croissance verte, notamment dans l'éolien, dans le photovoltaïque. Et il ne faut pas oublier que les Européens détiennent 40% des brevets mondiaux pour les technologies d'énergie renouvelable. Donc, en conclusion, je dirais, si on résume, coopération sur les grands dossiers multilatéraux, dialogue économique, échange culturel, ce sont les grands axes d'une relation fructueuse de l'Union européenne avec la Chine, à mon avis. Mais j'insiste que quand même la défense, il ne faut pas être béat vis-à-vis de la Chine, et je le répète, pas d'angélisme. La défense par l'Europe de ses propres intérêts et de ses valeurs est tout aussi importante que cette coopération. Il faut donc renforcer les instruments de défense en matière commerciale, et ça c'est le rôle de la Commission, et ne pas transiger sur les principes fondateurs, et notamment en matière de liberté fondamentale. Merci pour ce résumé extrêmement complet de votre ouvrage. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Moi, si je peux commencer le débat, j'ai une première question. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, ont trait à l'insertion de la Chine dans l'économie de confiance. C'est-à-dire que voilà, pour faire partie de tous ces flux commerciaux, financiers, etc., en fait, il faut accepter une certaine transparence, ainsi que probablement avoir une certaine technicité pour être efficace. Ma question est quelle est la qualité des statistiques chinoises? Est-ce on lit beaucoup de choses dans les journaux? Quel degré de confiance on peut leur accorder? Alors, les statistiques chinoises. J'avais fait une annexe, je ne sais pas si elle est encore d'actualité parce que je n'ai pas regardé de très près cette question ces derniers temps. Dans le précédent ouvrage, La Chine, banquier du monde, effectivement, j'avais fait une annexe assez développée sur les statistiques chinoises et toute la littérature américaine, chinoise, européenne sur la fiabilité des statistiques. Donc j'avais trouvé, par exemple, la Federal Reserve de Kansas City, je crois, qui travaille beaucoup sur la Chine, avait fait un travail absolument considérable sur les statistiques chinoises et trouvait que pour l'essentiel, au niveau économique, ça tenait la route, si je puis dire. À l'opposé, vous avez effectivement des statisticiens, y compris en France, notamment je pense à Patrick Artus de Natixis, qui peuvent vous démontrer que ces statistiques chinoises sont tout à fait erronées et qu'on ne peut avoir une bonne idée de la croissance chinoise que par d'autres statistiques que sont le volume des entrants dans la production consommée par année, la production d'électricité, etc. Et c'est assez troublant que le Premier ministre actuel, Li Keqiang, disait effectivement dans ce sens, il y a quelques années, que lui, pour comment dirais-je, évaluer la croissance chinoise, il regardait d'abord la consommation d'électricité. Alors, ce qui, moi, se ressortait quand même du travail que j'avais fait, c'est que premièrement, pour les statistiques économiques, notamment les taux de croissance, etc.,
elle n'était pas volontairement, comme on l'entend dire parfois, faussée. Mais on a un appareil statistique en Chine et il faut quand même se rappeler l'histoire récente de la Chine et le chemin considérable qu'elle a dû faire dans un certain nombre de techniques, y compris des statistiques. Donc on a encore un appareil statistique qui n'est pas complètement mûr du point de vue de sa qualité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la taille de la Chine et la possibilité de contrôle du pouvoir central sur les statistiques qui remontent des différentes provinces, sachant que chaque gouverneur de province a tout intérêt à, sinon gonfler, du moins arranger un peu ses chiffres pour vanter son bilan, puisque jusqu'à une date récente, c'était plus la croissance quantitative de la province qui était prise en compte pour la promotion des gouverneurs. Donc, à un instant T, on peut peut-être se dire que, instant T, je veux dire par là, que le gouvernement central vient de recevoir les statistiques des provinces, donc établit un taux agrégé de croissance qui peut refléter certaines insuffisances statistiques ou certaines manipulations. L'année T plus 1, plus 2, plus 3, c'est-à-dire sur le moyen terme, la tendance de la croissance est fiable, me semble-t-il. Le taux moyen de 9%, peut-être le taux officiel serait de 10%, disons 9% jusqu'à il y a à peu près 5 ans, me paraît être dans l'ordre des choses et se traduit effectivement par d'autres statistiques que sont le revenu par habitant, etc. Donc ça, c'est pour les statistiques macroéconomiques. En revanche, tout le monde s'accorde, je crois, pour dire que toutes les statistiques qui concernent les questions sociales, droit du travail, manifestations de désaccords de la population, etc., toutes ces statistiques sont singulièrement biaisées et que, notamment sur les statistiques ayant trait au travail, grosso modo, la population active, c'est fiable, mais le nombre de conflits du travail, etc., c'est certainement biaisé. Donc, qualité, alors évidemment, ça paraît toujours un peu curieux et quasi miraculeux quand le pouvoir indique 8,5% de croissance pour l'année à venir et que, comme par hasard, le résultat, c'est 6,5%. Il y a pourtant des exceptions. Parfois, on dépasse le taux prévu. Donc, en résumé, excusez-moi de ne pas être plus précis, parce que je ne peux pas l'être, grosso modo, du point de vue macroéconomique, on peut scier, enfin comme indication au moins, pour les autres statistiques, c'est beaucoup plus douteux. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous avez décrit une Chine très ambitieuse, expansionniste, volontariste, hein, et qui a les moyens donc de faire ce qu'elle veut, plus ou moins. Et en même temps, à la fin, vous avez une sorte de vœu pieux, enfin, est-ce que c'est un vœu pieux, en parlant d'une coopération possible et profitable. Hein. Profitable peut-être pour l'Europe, hein. Pour la Chine, est-ce qu'elle a la volonté de coopérer, quelles que soient les modalités, notamment en Afrique, hein. Je me souviens d'un documentaire vu il y a peut-être 2 ou 3 ans d'un Allemand, Hubert Sauper, Nous venons en amis, qui était assez catastrophique, on va dire, sur le Sud-Soudan. On n'avait pas l'impression, à travers ce qu'il avait filmé, qu'il y ait une quelconque volonté de s'intéresser au développement humain de ces pays, par exemple. Or, l'Europe apporte des valeurs plus humanistes. Hein. Donc, quid? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et là, dans le livre, si vous lisez cette partie, vous verrez en effet que j'explique combien, que cette idée souhaitée au plus haut niveau, au moins il y a 2 ans, par exemple en France, il y a eu un ambassadeur nommé pour la coopération dans les pays tiers et notamment sur la Chine. Cette coopération, ce désir de coopération, s'est heurté à la résistance profonde des 2 côtés. Résistance profonde des entreprises, par exemple françaises,
qui, se faisant tailler des croupières en Afrique, il faut voir les chiffres, c'est absolument spectaculaire dans le BTP par exemple. Enfin, les entreprises françaises étaient il y a encore 10 ans au top des entreprises de BTP dans le monde. Maintenant, elles sont reléguées, ce sont des entreprises chinoises. Donc, les entreprises, il n'est pas question actuellement pour les entreprises françaises, prises globalement, hein, de développer une coopération avec des entreprises qui sont effectivement sur leur terrain, leurs féroces concurrents. Du côté chinois, même au niveau du pouvoir, il n'y a pas un parallèle par rapport à ce qu'a été cette idée, en effet, par exemple en France ou en Europe, de cette coopération. Il y a peu d'intérêt pour cette idée de coopération. Donc, vous avez tout à fait raison, et je dois confesser que sans doute, je pêche peut-être par optimisme, et que cette coopération que je prône est pour l'instant un vœu pieux. Enfin, j'ose espérer que petit à petit, au fil du temps, un certain nombre d'idées feront leur chemin. Mais sur le fond, vous avez parfaitement raison. La Chine a annoncé que la fin de la politique de l'enfant unique pour 2020, est-ce exact et pourquoi? Et deuxième question, moi je vois des diasporas chinoises se développer un peu partout dans le monde, des nouveaux immigrants. Enfin, moi qui connais bien l'Europe de l'Est, on voit ça à Saint-Pétersbourg, on voit ça à Varsovie, alors que c'était pas là où on les attendait. C'est quoi cette diaspora, tous ces Chinois qui voyagent dans le monde? Je crois que l'an dernier, il y a 134 millions de Chinois qui ont voyagé dans le monde. Voilà, quel est l'impact? Donc, concernant la politique de l'enfant unique, qui déjà avait été assouplie en 2013, personnellement, je suis perplexe parce que sur beaucoup de plans, la plupart des plans économiques, j'ai beaucoup de respect pour, je dirais, la finesse des dirigeants chinois au niveau de ce qu'on appelle le fine-tuning, hein, c'est-à-dire le réglage fin de l'économie. Le palmarès, pour moi, je connais bien le Japon aussi, il n'y a pas de comparaison. Hein. En revanche, je suis tout à fait perplexe. La démographie, comme j'ai dit, ce sont des choses qui effectivement se prévoient. Je m'étonne beaucoup que les dirigeants chinois n'aient pas anticipé ce qu'on va voir maintenant, à savoir quoi? Le problème démographique chinois, avec un effet de ciseau, une faible natalité, donc politique de l'enfant unique, et un vieillissement accéléré de la population. On pourra voir les chiffres ensuite, mais bon, c'est moins dramatique qu'au Japon, mais ça le deviendra 2050. On a déjà une diminution de la population active. Or, qui dit croissance dit évidemment population active. Et on va avoir des fardeaux financiers tout à fait considérables en termes de santé, en termes de retraite, surtout avec un système de retraite qui est très incoatif, enfin qui vient seulement de démarrer, qui ne couvre pas, et qui est très, très parcellaire. Donc, clairement, l'assouplissement de la politique de l'enfant unique, la fin de la politique de l'enfant unique, c'est pour faire face, mais beaucoup trop tardivement à mon sens, à ce problème démographique. Alors le problème, c'est que, notamment à cause de l'urbanisation, il y a 20 ans, peut-être les parents auraient voulu avoir 2, 3, 4 enfants. C'est plus le cas de toute façon actuellement. Il y a des sondages qui ont été faits. Par exemple, si on prend Shanghai, pratiquement les jeunes couples n'ont pas nécessairement envie d'avoir un deuxième enfant. Je crois que le pourcentage est 25 ou 30%. Pourquoi? À cause du coût de l'immobilier, du coût des études, etc. Donc le mouvement d'urbanisation actuel, qui va encore s'accélérer, fait que, je dirais, la situation démographique chinoise risque de rester très préoccupante et que, alors, les plus pessimistes disent que la Chine deviendra vieille avant d'être riche. Ça, je ne sais pas, on verra à ce moment-là, en tout cas pas moi, mais d'autres verront, si véritablement la Chine sera prise aussi, d'ailleurs, pour cette raison-là, mais pour une autre raison,
dans le piège du revenu moyen, dont on sera peut-être amené à parler. La deuxième diaspora, là je crois qu'il faut distinguer deux choses. Les mouvements de touristes, 100 et quelques millions par an, mais bon, c'est excellent pour notre balance commerciale, c'est excellent aussi, je pense, précisément, à long terme, pour la connaissance mutuelle, hein, même si les Chinois passent plus de temps chez Gucci qu'au musée d'Orsay, mais ils y passent quand même. Enfin bon, ils sont un petit peu sur les pas des Japonais il y a 15-20 ans, quoi. Donc ça, ce sont les touristes, les mouvements touristiques. Et ça, les mouvements touristiques dans les deux sens, les expositions bien sûr, Ai Weiwei, etc., tout ce qui peut favoriser la rencontre des peuples, si j'ose dire, culturelle, touristique, etc., et je crois bon à prendre pour ce que j'essaie de... Enfin, sur ce que je souhaite en tout cas. Et puis, il y a la véritable diaspora. Alors, la diaspora, je ne dis pas immémoriale, mais depuis très, très, très longtemps, hein, sans remonter sur les Chinois qui ont, aux États-Unis, construit les chemins de fer. Mais il y a une diaspora donc parfaitement intégrée dans les différents pays d'Asie, d'Europe, des pays développés, etc. Mais il y a, notamment sous Xi Jinping, un appel implicite et parfois explicite à la diaspora pour se reconnaître et soutenir la marche de la Chine vers sa renaissance. Et le motto, le mantra de Xi Jinping, c'est donc le rêve chinois. Le rêve chinois qui est la renaissance du peuple chinois, de la nation chinoise. Et ça, je dis, ça a un écho, me semble-t-il. Enfin, il cherche à ce que ça ait un écho, et également dans la diaspora, parce que cette diaspora peut, de manière plus subtile, soutenir les efforts d'intégration et d'expansion de la Chine. Donc voilà, je pense qu'il faut distinguer les deux choses. Alors il y a bien sûr la question alors sur l'Afrique, des Chinois, main-d'œuvre chinoise, etc. Là c'est plus ciblé, je peux y répondre, mais ça dépasse le cadre de votre question. Bernard Bougel du Club des Vigilants. Outre la bombe à retardement démographique que vous venez d'évoquer, ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une autre bombe qui est la bombe écologique? Ouais. On voit souvent les villes chinoises, notamment Pékin, avec des taux de pollution qu'on ne connaît pas ici en Europe. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'être un frein sérieux à ce développement de la Chine? Bien, alors évidemment, j'ai brossé à très grands traits. Il manque un volet essentiel pour avoir une idée complète de l'économie chinoise, ses faiblesses structurelles et notamment le désastre écologique que cette croissance quantitative a entraîné. Il y a des désastres irrémédiables, enfin j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais les eaux, les rivières sont polluées à un degré incroyable, les ressources en eau potable sont limitées. Bon, bien sûr, si vous êtes allé à Pékin, vous savez l'air qu'on respire, etc., etc. Alors, il me semble, mais ça ne va pas évidemment rétablir une situation très saine de ce point de vue-là en Chine, mais la prise de conscience du pouvoir depuis, je dirais, 5 ans, est extrêmement forte, et pas d'abord, comme d'ailleurs pour le reste de l'expansion économique, pour le bien-être de la population, mais pour les risques politiques que ça peut représenter. Parce que dans les démonstrations, même si les statistiques ne sont pas toujours très fiables, on a des statistiques sur ce que le pouvoir appelle les mouvements de masse, en fait, qui sont des émeutes très clairement, au niveau local. Un pourcentage important, ça peut être des salaires impayés, etc. Mais c'est surtout, depuis quelques années, les problèmes de pollution, les problèmes d'installation d'usines polluantes, etc. Donc il y a d'une part une prise de conscience très forte et des mesures quand même assez vigoureuses par le pouvoir. Donc en termes de développement des énergies renouvelables, nucléaire, éolien, etc.
En revanche, ça ne compense pas, et c'est pour ça que la situation va rester très préoccupante assez longtemps, le poids écrasant du charbon, qui reste de l'ordre de 60%. Ça faiblit très 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 lentement. Donc c'est un handicap à la fois humain. Enfin, la Banque mondiale a calculé le coût, je dirais, en termes de perte de croissance, mais en termes de coûts humains et santé, etc. C'est ahurissant. Ça pèse effectivement sur la croissance chinoise. Et il faudrait en effet que le taux de croissance soit singulièrement réduit. Mais ça suppose aussi tout un travail de pouvoir auprès des entreprises d'État. Et là, on a un mouvement politique qui n'est pas très favorable, contrairement à ce qu'on espérait. Xi Jinping, qui devait libéraliser, en fait, revient dans le système économique chinois du poids du secteur public. La libéralisation des entreprises publiques, etc., ne se fait pas et sont effectivement les plus gros pollueurs parce que ce sont les secteurs d'activité les plus polluants. Donc il y a un problème politique, un problème humain et un problème aussi qui pèse sur la croissance. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, il y a d'autres faiblesses structurelles de l'économie chinoise. Mon nom est Fabrice Théobald, je suis nouveau dans le Club des Vigilants. Jusqu'à une date récente, je représentais l'industrie navale française. Et ce que vous avez dit, votre très, très compréhensive, comme disent les Anglais, vision des choses, je trouve est en harmonie avec ce que j'ai vécu personnellement. Autrement dit, je retrouve dans le dossier particulier le dossier global que vous avez indiqué. Vous voyez que je suis un peu taoïste, hein. Et donc, en particulier, je voudrais attirer l'attention du club sur quelque chose de tout à fait précis. Il se trouve qu'il y a une organisation de l'ONU qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a son siège à Genève, un peu comme l'UNESCO pour l'éducation qui a un siège à Paris, mais qui est ONU. Ce n'est pas européen, même si c'est à Genève, c'est mondial. Cette OIT émet des conventions. C'est des conventions particulières, mais certaines sont fondamentales. J'ai vérifié que mes dossiers soient à jour. Je suis allé hier sur le site de l'OIT, à Normlex, et j'ai cliqué sur « Convention fondamentale que la Chine n'a pas ratifiée ». J'en ai trouvé 4. Il s'agit de conventions sur la liberté syndicale et sur le travail forcé, rien que ça. Donc, la Chine ne ratifie pas, mes dossiers datent d'il y a quelque temps, donc à moins qu'ils aient ratifié cette nuit, mais la Chine ne ratifie pas ces conventions-là. Et cependant, à Bruxelles, on considère que, je parle en termes bruxellois, mais à dessein, parce que je me situe dans la culture dominante, le level playing field, la concurrence à armes égales, est respectée en général parce que vous comprenez ceci, cela. Or, je ne promeux pas, en disant cela, des règles européennes, puisque l'OIT est une organisation de l'ONU, mais des règles mondiales, donc universelles. Le travail forcé, l'esclavage, c'est universel. La liberté syndicale, ce n'est pas une norme européenne, c'est une norme mondiale, puisqu'elle est issue par l'ONU. Et ce que j'ai proposé, quand j'étais encore en fonction il n'y a pas encore si longtemps, c'est que les marchés publics européens ne soient pas ouverts, non pas à la Chine, parce que ça serait du protectionnisme. Je ne préconise pas du tout le protectionnisme. Mais aux pays qui ne ratifient pas les conventions fondamentales de l'OIT. C'est de la moralisation. Quelle hypocrisie de dire on défend les valeurs humaines, etc., alors que les droits du travail, dans la norme même, est mondiale, non pas les droits du travail français, je ne parle pas d'exporter nos méthodes, nos machins, nos trucs syndicaux, etc., mais sont foulés aux pieds par cette non-ratification. Donc s'il faut proposer une action, je pourrais parler un petit peu de la construction navale, parce que dans le domaine que vous avez, dans le dossier que vous avez évoqué, Made in China 2025, eh bien, Advanced Shipbuilding fait partie des secteurs clés. Mmh. Et l'année dernière, la commission de Bruxelles nous a consultés en demandant qu'est-ce qu'il faut faire. On ne va pas déclarer la guerre à la Chine non plus, mais on vous demande, vous les industriels, de nous conseiller et surtout de dire à vos gouvernements ce qu'il faut faire. Donc, quand on fait du bashing contre la commission de Bruxelles qui est libre-échangiste, etc., je voudrais nuancer un petit peu le truc parce que c'est la DG Trade qui parlait, la DG Commerce. Et la DG Commerce dit,
que les États nous disent ce qu'ils veulent aussi quand même. Hein. J'ai poussé du coup de mon camarade allemand, je lui ai dit alors à toi d'agir mon vieux parce que l'Allemagne, je reviendrai tout à l'heure s'il le faut, quand vous dites d'absence d'unité européenne, n'oublions pas que l'Allemagne et la Chine sont très complices et ont une très forte jonction. La question, est-ce que le club des vigilants peut écrire à la commission du Parlement européen chargée de la défense commerciale, la commission trade du Parlement européen, pour leur demander que les marchés publics, et je pensais surtout au marché de l'énergie renouvelable en mer du Nord, soient réservés aux pays qui ratifient les conventions fondamentales. Voilà une proposition d'action. Bon, évidemment, si ces conventions n'ont pas été signées, c'est pour des raisons évidentes, n'est-ce pas? Signées mais pas ratifiées. Oui, bien sûr. Pardon, ratifiées, oui. Liberté syndicale, il n'y a pas de liberté syndicale, puisque les syndicats appartiennent à une fédération qui comprend bien sûr des ouvriers, mais également des membres du parti, etc. Et que tout ça, sauf parfois dans le cas de syndicats dans des entreprises étrangères, ça a été le cas pour Honda en 2010 ou 2012, etc. Là, le pouvoir laisse une liberté d'action aux syndicats, peut-être pour... mais dans les entreprises chinoises, les syndicats sont politisés, et donc il est hors de question d'avoir des mouvements, y compris pour l'augmentation de salaire, des mouvements très, très évidents. Et travail forcé, ça reflète effectivement l'existence encore. On ne sait pas très bien si ce qui a été supprimé il y a 3 ans, en termes de travail forcé, les camps de travail, Liuzhou, sont complètement supprimés. Donc voilà pour les raisons. Ce que soulève votre question, et ça me donne l'occasion véritablement d'insister sur ce point, on fustige la commission, mais la commission, elle reflète quoi? La commission, elle est faite d'un certain nombre de commissaires venant d'un certain nombre de pays dont les intérêts dans beaucoup de domaines sont divergents, mais qui clairement, dans les rapports avec la Chine, sont clairement divergents. Et la Chine s'est parfaitement jouée de ces divisions. Alors, il y a le vœu pieux, pour reprendre cette expression, dans les rapports de la Commission, il faut absolument que l'Europe parle d'une même voix. Mais l'Europe ne parle pas d'une même voix sur des choses, l'histoire des panneaux solaires à une époque. Enfin, bon. Donc, ou la question des droits de l'homme que je mentionnais, on a une division entre les différents pays qui font que des mesures relativement vigoureuses et musclées ne peuvent pas être prises par la Commission. Donc votre initiative semble effectivement découler directement de ce que j'indique. Personnellement, je suis assez sceptique sur son succès éventuel. Mais ça n'empêche pas du tout de le faire. Jean-Étienne Dorjman. Alors j'ai été négociateur avec la Chine sur les dossiers ferroviaires pendant plusieurs années, coordinateur, et on savait qu'il y avait de la corruption. Mais on ne savait pas à quel point elle était monumentale, complètement diffusée dans le parti et personnalisée. Ce n'était pas pour le parti, c'était pour les individus. Le ministre Liu a été condamné à mort, ça a été, qui était le ministre de chemin de fer, ça a été commuté, et c'est passé à l'as. C'est-à-dire il a été accusé surtout pour le nombre de ses maîtresses, parce qu'on savait qu'il ne pouvait pas être corrompu seul. Et moi, mon homologue était un dénommé Wang, le numéro 2 du ministère des chemins de fer. Il a été condamné pour 2,4 milliards de dollars. Donc, j'imagine qu'ils ne sont pas les seuls. Maintenant, en Chine, il y a l'Internet qui est complètement contrôlé. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un moment où le parti lui-même sera mis en accusation pour ces corruptions monumentales? Alors, je sais bien que le président Xi attaque quelques individus, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est un régime fondamentalement pourri. La deuxième question, c'est sur la stratégie de Trump. Est-ce que, à votre avis, elle est justifiée? Est-ce qu'elle sera efficace? Et est-ce que l'Europe doit se joindre à cela
puisque, on sait bien qu'en Chine, pour les entreprises, la vie n'est pas simple, qu'ils n'ont pas la maîtrise de quoi que ce soit. Enfin, tout le monde connaît les choses. Comment trouvez-vous cette stratégie? Alors, sur la corruption, je commencerai peut-être par distinguer ce que les Chinois appellent les tigres et les mouches. Les tigres, ce sont, par exemple, ce ministre Liu, c'est-à-dire tous ces très hauts dirigeants qui ont été pris les mains dans la confiture. Et quand je dis la confiture, ce qu'on découvre est absolument stupéfiant. Chez tel ou tel autre responsable, une cave, coffre-fort, des tableaux, des bijoux, quelque chose d'absolument insensé. Donc, les mouches, ce sont les petits fonctionnaires au niveau local, au niveau provincial, etc. Le Xi Jinping, arrivant au pouvoir, parfaitement compris que de la même façon que la pollution peut être un danger mortel, non pas pour les gens seulement, mais pour le parti, la corruption peut être un danger mortel pour l'avenir du parti. Donc il a décidé de faire un nettoyage, mais extrêmement spectaculaire, puisque ça a touché des gens qui étaient jusque-là complètement intouchables, y compris un ancien du Saint des Saints, du comité permanent. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour la raison que je viens d'indiquer, mais aussi parce que ça lui a permis de nettoyer la concurrence et d'apparaître effectivement comme quasiment le seul homme fort en Chine actuellement. Donc il y a une lutte extrêmement vigoureuse, il y a eu à peu près 1000 officiels qui ont été jugés, condamnés. Mais au niveau de la population pour l'instant, je crois que la population est beaucoup plus concernée par la corruption au quotidien, c'est-à-dire le petit billet qu'il faut donner pour obtenir son diplôme, le billet qu'il faut donner pour avoir un tampon, etc., plutôt que ces corruptions. D'abord, il y a la censure, et au sommet, suivant l'adage en Chine, l'empereur est loin, n'est-ce pas, et bon, on n'est pas censé savoir, etc. Donc la hargne et les manifestations au niveau de la population, c'est souvent plus au niveau local qu'au niveau du pouvoir central. Mais ça devenait quand même tellement dangereux, et ça arrangeait bien Xi Jinping, comme je viens de le dire. Pour la stratégie de Trump, écoutez, j'ai du mal à vous répondre, parce que, comme tout à chacun, je crois, on se dit, mais enfin, Trump foule aux pieds tous les principes du libre-échange, etc., donnant le luxe à Xi Jinping à Davos de se prétendre comme le parangon du libre-échange et de échange équilibré. Écoutez, c'est évidemment, les effets risquent d'être extrêmement négatifs pour les deux pays et pour le reste du monde. Mais si on sort un petit peu de cette vision, moi je m'interroge, je suis quand même... Trump est un homme d'affaires qui fait des coups. L'histoire de Corée du Nord, on peut ergoter, mais enfin, il a fait bouger. Cette histoire-là dit, bon, je vous taxe 50 milliards. Attendez, bon, 150 milliards maintenant. Ah non, les prochains, c'est 200 milliards. On va arriver aux 500 milliards quasiment d'exportation chinoise vers les États-Unis. La Chine répond, bien sûr, voilà, nous taxons. Ceci étant dit, c'est pas vieux, il y a 2 jours, il semblerait qu'il y ait une rencontre entre l'industrie, les grands établissements financiers américains ou internationaux, je sais pas, et certaines divisions, une division du ministère des Finances pour l'accès au marché, etc. Donc je ne sais pas quoi vous répondre. Est-ce que ça va être des effets désastreux? Je pense plutôt pour ça. Mais peut-être il dit très fort,
et agit en conséquence, ce que l'Europe n'ose pas toujours dire, mais que les échanges sont parfaitement inégaux. Alors il oublie des paramètres économiques essentiels. Ça a toujours été la position américaine depuis 10 ans, que c'était inégal parce que le yuan était sous-évalué. Or, ça a été le même raisonnement pour le Japon dans les années 80, et si on regarde les chiffres après, même après leur évaluation du yen, la balance commerciale japonaise était excédentaire. Ça venait simplement de la qualité des produits japonais, et pour la Chine, ça vient du prix, enfin jusqu'à présent du prix des marchandises chinoises. L'autre raisonnement, il ne respecte pas les règles, etc. C'est vrai qu'il ne respecte pas les règles, il respecte littéralement certaines règles de l'OMC, mais pas du tout l'esprit. Donc il a peut-être raison, même si je trouve que ses arguments sont souvent un peu primaires. Peut-être aura-t-il tel ou tel succès, je ne sais pas. Merci pour votre exposé, Ariane Cherel. Vous avez parlé, il me semble, du mérite des dirigeants des Chinois versus le vote. Qu'est-ce que c'est que cette notion, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce à dire qu'ils seraient plus cohérents, plus, comment je veux dire, authentiques par rapport à leurs valeurs que les Occidentaux, voilà. Et puis, une dernière petite question qui découle de ça, c'est comment prennent-ils leurs décisions? La méritocratie. Alors là, c'est là où on voit le plus clairement une forme de retour du confucianisme et de la grande tradition impériale, à savoir, et donc les examens impériaux, qui ont d'ailleurs été ensuite en Europe adaptés, y compris nos propres concours ou autres, les examens impériaux qui... pour ce qui est des hauts fonctionnaires, privilégier donc la connaissance des classiques, mais le mérite personnel au niveau surtout, effectivement, des études, et progressivement, après leur prise de fonction, leurs résultats concrets en termes d'administration. Donc, les Chinois, ou le pouvoir chinois, met en valeur, et c'est turiféraire, met en valeur la méritocratie chinoise au sens où, bon, bien sûr, d'une part, les hauts fonctionnaires sont sur concours, mais c'est surtout que s'ils arrivent progressivement en haut de la pyramide, c'est après, je veux dire, tout un itinéraire où ils ont prouvé à chaque étape des résultats tout à fait remarquables, que ce soit au niveau d'une ville, puis ensuite d'une province, responsable du parti dans telle autre province, etc., de manière à arriver au sommet de la hiérarchie. Donc il faut valoir que dans ce cas-là, que ces hauts fonctionnaires, évidemment, on est exactement à contre-emploi par rapport à la corruption, ne sont pas élus, et donc que leur carrière repose uniquement sur leur propre mérite, leur qualité administrative, mais aussi leur qualité morale. Ça, c'est évidemment la plus grosse objection qu'on peut leur faire. En regard, ils mettent, regardez l'état de vos démocraties, un vote, une personne, un vote, voilà ce que ça donne. Et de toute façon, ça ne serait pas possible en Chine, ça serait le chaos, on a déjà essayé ça, il y a eu la République, etc. Donc c'est ce raisonnement assis quand même sur la longue expérience de la Chine, et qui permet, ça c'est un bénéfice collatéral, ce qui permet aux partis de se situer aussi, et ça le retour du confucianisme a aussi cette fonction, le parti se situer dans la grande tradition impériale, donc de l'unité et de la renaissance de la nation chinoise. Ça c'est la réponse à la première question. Alors, la deuxième, je ne sais pas. Et je crois que personne ne sait exactement. Il y avait les kremlinologues qui étudiaient le Kremlin, et des spécialistes. Il y a des spécialistes, effectivement, aussi, de la politique pékinoise. Bon, on connaît la structure du pouvoir, et notamment
le rôle majeur du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, de 7 ou 9 suivant les années, qui sont des personnes qui déterminent la politique chinoise, mais ce qu'on ne sait pas, et bon, les bons spécialistes arrivent à indiquer que peut-être on ne sait pas distinguer parmi eux quels sont les plus libéraux, quels sont les plus conservateurs, et comment se distribuent les votes pour les décisions importantes. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que la direction collective qui a été mise en place par Deng Xiaoping pour éviter effectivement la dictature, comme ça a été le cas sous Mao, est mise à mal actuellement. Et donc, il semble que le pouvoir de Xi Jinping, qui ne soit pas seulement un parmi ses pairs, mais qu'il soit effectivement le véritable patron du comité permanent et de tas de commissions en prise directe sur les ministères, l'armée, etc., qu'il a précisément créé en 2013. Bonjour, Gilles de Noyelles. D'abord, merci pour l'exposé particulièrement clair que vous nous avez donné. Bravo pour le livre, hein, qui est, je l'ai lu, d'une clarté et d'une synthèse remarquable, particulièrement intéressant, j'ai trouvé, sur les aspects culturels que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer. J'ai une question sur un domaine de puissance classique que vous avez moins évoqué ce matin, qui est le domaine militaire. Ouais. Dans ce domaine, où en est la Chine ? Est-ce que les États-Unis ont une avance suffisante pour garder durablement la maîtrise, y compris dans la zone où est la Chine? On parle beaucoup, on lit maintenant beaucoup que et la Russie et la Chine développent des nouvelles armes qui changeraient l'équilibre stratégique. Est-ce que vous pouvez commenter ce domaine, s'il vous plaît? Oui, pour autant que en fonction des éléments que j'ai et de ma connaissance limitée dans le domaine militaire, or ça c'est capital de savoir si tel avion, etc., est plus performant qu'un autre. Et on a des gens et de bons spécialistes qui savent lire les tableaux qu'on nous donne et dire effectivement il y a un progrès sur tel ou tel point. Premier point, on a eu l'état de l'armée chinoise il y a 15 ou 20 ans il y avait le nombre, effectivement, mais il n'y avait absolument pas la qualité. Avec la guerre avec le Vietnam, ça n'a pas été si évident. Bon. On avait une marine qui était une marine côtière et absolument pas de haute mer. On a depuis donc 15 ans maintenant, je pense, il faudrait vérifier, une augmentation annuelle à peu près à 2 chiffres tout le temps, sauf depuis 2 ans, du budget militaire. Ce qui fait qu'on a un doublement du budget et on est actuellement, alors les chiffres sont ceux qui sont, mais d'après 6 prix de mémoire, ça doit être dans le livre, mais on doit être aux alentours de 300 ou 350 milliards de dollars, je pense, sachant que les États-Unis, c'est 600, 650. Donc, sur quel point les progrès ont été enregistrés? Essentiellement, la marine d'abord, et puis il y a donc eu aussi construction achat d'un porte-avions Liaoning et construction d'un porte-avions, donc 2 porte-avions pour faire pièce à la 7e flotte, puisque là la Chine n'avait pas de porte-avions. Un développement considérable donc de tout ce qui peut être informatique embarquée, etc., les sous-marins nucléaires. On dit que les sous-marins sont quand même de conception... Il faut dire que la Chine a acheté beaucoup de sous-marins à la Russie, hein, donc, qui ne sont pas tous nécessairement très performants. Donc, renforcement de la marine, renforcement aussi des capacités logistiques de l'aviation, en termes d'informatique embarquée et autres. Et là, on a une réforme récente de Xi Jinping, pour reprendre en main l'armée, qui avait tendance un peu à jouer cavalier seul, 2, à réorganiser l'organisation territoriale, et surtout une reprise en main vigoureuse avec limogeage d'un certain nombre de responsables. Alors, on est très très loin évidemment de la parité militaire avec les États-Unis, et ça paraît difficile d'envisager cette parité vu quand même
ce qu'est l'armée américaine avant 2050, il me semble. Enfin, mais je vous dis, je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas toujours bien en mesure de juger si ce qu'on nous dit est fiable ou pas. Lynn, tout simplement, avez-vous une opinion, un sentiment sur ce que veulent les Chinois en termes de système politique? Est-ce que vous avez le sentiment que profondément ils s'accommodent de ce système ou pas? Ou quelles sont les pressions qu'on peut anticiper? Et deux, dans cette grande puissance, elle a quand même quelques failles potentielles, peut-on imaginer. On évoque par exemple régulièrement les problèmes de surendettement du système. Voilà, pour vous, quelles seraient les failles, les risques qui pourraient se concrétiser dans les temps qui viennent? Si je peux me permettre de compléter la question, est-ce que les Chinois sont heureux? Écoutez, je pense qu'ils sont plus heureux qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Le sentiment des Chinois, globalement, ce qu'on peut dire, et c'est ce qui incite les observateurs à ne pas pouvoir envisager une démocratisation de la Chine dans un avenir immédiat. La Chine d'aujourd'hui est consumériste. Et là, d'ailleurs, les religions et le confucianisme viennent remplir un vide. La population chinoise revient de loin d'un double point de vue, du niveau de vie et par rapport à la période maoïste, du point de vue des libertés. Donc sur ce dernier point, on ne peut pas dire que la Chine soit une démocratie, mais on ne peut pas dire non plus que ça soit une dictature au sens habituel du terme. Il y a un terme que j'aime bien d'un chercheur qui s'appelle Bonin, une dictature repliée, c'est-à-dire en surface on ne voit pas nécessairement, mais dès qu'il y a une dissidence qui menace, l'intervention du pouvoir est absolument épouvantable, du type Liu Xiaobo, etc., le prix Nobel. Donc, dans l'ensemble, par rapport à ce qu'était la vie en Chine sous Mao, les libertés, les gens ont parlé des touristes, ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de consommer, ils ont le droit de... Globalement, les Chinois se satisfont, et c'est valable également pour les élites et même intellectuels, se satisfont relativement bien, et précisément parce qu'ils estiment quand même que le pays est bien géré du point de vue économique, et d'autre part, ils sont fiers de la nouvelle stature de la Chine. Et l'autre point sur lequel il faut insister, même si ça chagrine peut-être notre narcissisme, c'est qu'ils n'ont absolument pas envie d'une démocratie à l'occidentale. Quand on parle effectivement aux Chinois, alors vous me direz, ils sont endoctrinés, mais compte tenu, et ça revient très souvent, l'histoire chinoise, ça traverse effectivement les périodes. Les Chinois sont très conscients de l'immensité de leur pays, des drames du passé, et je veux dire, la démocratie pour eux à l'occidental est quelque chose qui serait extrêmement dangereux. Les failles du système, il y en a plusieurs. Pour le surendettement, personnellement, effectivement, ça revient périodiquement. C'est préoccupant de voir que le taux d'endettement de l'ensemble du pays est passé à doubler à 250% du PIB depuis la crise financière de 2008. À la différence de nos pays, l'endettement de l'État est tout à fait supportable. 60% si on intègre les collectivités territoriales. En revanche, le problème, c'est du côté des entreprises publiques et on a gardé des canards boiteux. Donc, il y a un risque là. Personnellement, je ne vois pas de risque systémique au niveau du pays parce que l'État a les ressources financières éventuellement pour venir au secours de telle ou telle banque, telle ou telle entreprise. Une question très rapide. Que pensez-vous du système de notes sociales ou de notes de crédit social ? Donc, comme vous le savez, il existe un système de notation financière. On prend un certain nombre de critères, Standard & Poor's et autres. Et donc, le pouvoir chinois a trouvé que ce n'était pas un très bon système quand la Chine était simple A, etc. Donc, elle a d'une part créé ses propres institutions de notation, mais d'autre part, ça lui a donné l'idée que finalement, on pouvait, sans revenir
à la suspicion généralisée de l'ère maoïste, on pouvait, du point de vue du progrès de la citoyenneté, mettre en place un système dit de crédit social. C'est quoi le crédit social? Suivant un certain nombre, c'est en expérimentation actuellement, suivant certains critères, est-ce que la personne traverse au vert, ça c'est dangereux, etc., il aura une mauvaise note. Est-ce que un père par rapport à son fils fait ceci ou cela? Est-ce que par rapport, est-ce qu'il y a est-ce qu'il est mauvais payeur, ainsi de suite. Donc on additionne tout ça et on fait un score qui donne lieu, qui donnerait lieu, parce qu'il faut mettre quand même un peu au conditionnel, qui conditionnerait les aides ou au contraire les punitions, par exemple l'interdiction de voyager à l'étranger, etc. Donc c'est en expérimentation, mais il faut quand même voir que c'est couplé à un système de surveillance de la population qui est inouï, puisqu'on a actuellement 200 millions de caméras installées dans les villes chinoises et qu'on aura 600 millions d'ici 4 à 5 ans. Donc c'est quand même une évolution qui pour nous humanistes est quand même une évolution extrêmement préoccupante et qui fait que, je veux dire, les paroles rassurantes sur les libertés en Chine sont quand même sujettes à caution. Claude Meyer, merci beaucoup.